il faut bien comprendre l'histoire de Dislog. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé comme distributeur. Là, on a fini comme industriel et on s'internationalise. Donc, en 20 ans. Donc, l'histoire, c'est en 20 ans, petit distributeur régional, grand distributeur national, industriel dans la pharma, internationalisation. Comment on a pu en arriver là? Parce qu'il ne faut pas oublier, on a commencé avec 1,5 million de capital. D'accord? 1,5 million de dirhams de capital. Et comment, d'ailleurs? Je vais vous expliquer. Donc, au départ, Dislog était un rachat qui a été racheté à hauteur de 51% pour 4 millions de dirhams en 2005. Ok. D'accord? Donc, j'ai constitué 1,5 million de dirhams de capital dans la holding et je me suis fait financer par Tijari Wafa Bank à hauteur de 2 700 000 dirhams comme premier crédit, qui était un CMT en fait. Ok. Donc c'est grâce à ça que j'ai pris le contrôle d'Islog à hauteur de 51%. Et ensuite, 1 an plus tard, j'ai pu ouvrir mon capital à un fonds. Et c'était marrant parce que la plupart des petites entreprises à l'époque voulaient faire du noir. Et moi, j'ai rassemblé mon équipe et j'ai dit, on va faire une stratégie différente. Nous, on ne va pas faire de noir. On va faire zéro noir parce que notre objectif, c'est de enjoliver notre bilan et de valoriser notre entreprise parce qu'on va grandir grâce à des fonds. Et donc, effectivement, j'ai levé de la dette pour pouvoir développer l'entreprise. À partir du moment où la banque te dit tes ratios ne fonctionnent plus, tes ratios bilanciels, en termes de ratio de ton EBITDA par rapport à ta dette, tu ramènes un fonds. Et le premier fonds qui rentrait, c'était Sietman Bejloun à travers CNAV, dirigé à l'époque par Mehdi Tahiri, CNAV 1. Et c'est ce qui nous a permis de décoller. Et ensuite, on a développé l'entreprise, on a grandi, on a racheté CNAV à travers de la levée de dettes supplémentaires. Et ensuite, on a fait rentrer d'autres fonds d'investissement. Et aujourd'hui, nous sommes le groupe qui a fait le plus d'opérations de private equity. Il y en a aujourd'hui 10 entre 2007 et 2024. Et je vous annonce aujourd'hui que nous faisons une autre opération de private equity la semaine prochaine, donc le 14 novembre. Je pense que ce sera annoncé du coup avant que ou pendant ou à peu près au même moment que le podcast sorte, donc c'est parfait. Je vous la donne en avant-première. C'est que SPE Capital, qui était dans le capital de HNS Invest Holding entre 2019 et 2021, revient dans le capital de Dislog et investit un total de 450 millions de dirhams en equity, permettant à SPE de détenir à peu près 15% du capital de la société. Donc, c'est de l'argent frais qui va rentrer et qui va nous permettre de continuer notre développement, qui finalement est un développement en courbe d'escalier. Parce que j'ai acheté une petite entreprise en 2005. Ensuite, on l'a développée à travers beaucoup de travail, parce qu'il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de boulot qui a été fait derrière. Et donc, les banques marocaines nous ont beaucoup aidés à nous financer pour croître. Et ensuite, les fonds d'investissement venaient pour injecter du capital. Et on a grandi beaucoup par croissance organique, mais aussi par acquisition et par M&A. Et donc, à chaque fois que le fonds d'investissement rentrait, on faisait beaucoup de croissance grâce aux acquisitions M&A. Ensuite, on consolidait. Ensuite, on refaisait de la croissance. On reprenait des lignes bancaires. Et donc, c'est ce que j'appelle une ligne ou une stratégie de croissance par escalier. Oui. J'ai été aussi audacieux, c'est-à-dire que j'ai fait rentrer des fonds à des étages différents et dans des verticaux différents. Donc ça m'a permis de pouvoir bâtir une crédibilité vis-à-vis des LPs, parce que quand un fonds rentre et qu'il sort et qu'il fait une performance avec un TRI, forcément, la fois d'après, c'est un peu plus facile, les montants sont plus gros. Et au fur et à mesure, là, cette année, on va lever quand même 1 milliard de dirhams de fonds, d'argent frais, qui va être
incorporés dans le capital de nos différentes structures que sont Dislog et BLS. Et puis, il nous arrive aussi de racheter des fonds. Par exemple, là, je viens de racheter le fonds Amétis qui était chez nous dans WB Africa et qui fait qu'aujourd'hui, on est seul avec un partenaire qui est président, directeur général de la société. Alors, quand on revient sur le développement du groupe, il y a justement ces relations avec les fonds et il y a le M&A dont vous parliez, il y a le lancement des nouvelles activités qui sont forcément reliées. Et donc, vous commencez avec la distribution et ensuite, il y a les médias, la communication, la santé et d'autres secteurs. Pourquoi être rentré aussi dans ces secteurs-là et c'était quoi la stratégie? En fait, au départ, on était distributeur. Et ensuite, on a invité un de mes amis qui était assis dans la chaire de McKinsey Monde pour le FMCJ. Il s'appelle Laurent Philippe. C'est lui qui m'avait recruté en 1991, Laurent. Il était devenu président de Procter sur l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe. Et il est devenu ensuite groupe président de Procter, donc au niveau mondial. Et ensuite, il a pris sa retraite et il a rejoint McKinsey Monde au niveau de la chaire FMCJ. Et donc, j'ai appelé Laurent, j'ai dit, j'ai besoin de tes services. Il est venu 2 jours au Maroc. On a fait un diagnostic ensemble de la situation de l'entreprise. C'était en 2017. Laurent était très fier de voir ce que nous avions fait parce qu'on était tous ses enfants au Maroc en 91. C'est lui qui a recruté, je peux dire, une centaine d'ingénieurs qui aujourd'hui sont tous successful dans leur carrière. C'est extraordinaire ce que Laurent a fait pour ce pays. Et Laurent m'a dit, bravo pour ce que tu as fait, mais ce n'est pas suffisant. J'ai dit, c'est-à-dire, il me dit, fonctionner à 1-2% de marge dans la distribution ne va pas te permettre de payer un jour tes dettes. Et surtout, il faudrait que tu réduises ta dépendance des multinationales, puisque aujourd'hui, tu n'as aucune marque propre. Donc, il faut que tu te lances dans les marques propres. Donc, on a réfléchi par rapport à ce que Laurent a dit. Nous avons déployé en 2017-2018 une stratégie qui consistait à nous déployer dans le moderne, parce que c'était le fastest growing channel. Ouais. On a déployé dans le digital avec Chari. Et ensuite, on a lancé nos propres marques. Et ensuite, on s'est intégré dans l'industrie pour améliorer nos marges opérationnelles. Alors, suite à ça, avec quel argent? Avec l'argent de SPE qui, à l'époque, avait mis 24 millions de dollars. D'accord. Ensuite, SPE est sorti de chez nous et c'est MCP, Méditerranée Capital, qui est rentré. Et quand Méditerranée Capital est rentré, on a fait, je me rappelle, un off-site pour réfléchir sur la stratégie du groupe et notamment ce qu'on appelle l'equity story. Et on a dit, what do you want to stand for? Et c'est là où on a dit, on veut être un développeur de marque qui offre aux consommateurs des produits de qualité pour améliorer la vie du consommateur de manière quotidienne. Et donc, on veut être un opérateur résilient qui soit dans l'économie de la vie et qui opère dans l'hygiène, l'alimentation et la santé. Et c'est là où on a décidé de rentrer dans la santé et de pouvoir créer un pôle dans la santé. Donc au départ, j'ai racheté un tout petit laboratoire qui était le dernier de la classe, qui s'appelle Cosmopharm. Et c'est comme ça qu'on a entre-temps grandi. Mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où vous avez des équipes RH qui savent faire du M&A et d'autres qui savent faire des opérations et que vous orchestrez de manière parfaite entre le M&A, parce que le process M&A, il est long. Vous devez analyser des dossiers, vous devez screener les dossiers, vous devez targeter les dossiers, ensuite voir s'il y a un fit entre les actionnaires. Une fois que vous mettez en contact les actionnaires à travers des banques d'affaires, vous devez ensuite faire des due deals. Une fois que vous faites des due deals, il y a une négo, il y a un term sheet. Une fois que le term sheet est signé, il faut déposer au Conseil de la concurrence, il faut déposer aux banques pour avoir du financement. Et ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous closez. Et une fois que vous closez, vous devez intégrer la cible dans votre portefeuille et faire en sorte à ce qu'il y ait des synergies qui soient créées, en sachant que 70% des acquisitions, en général, détruisent la valeur plutôt qu'en créent. Donc nous, on est resté sur nos métiers. Il n'y a pas une entreprise qu'on a achetée qui ne soit pas dans les métiers de l'alimentation,
des métiers de l'hygiène ou des métiers de la santé. Pour intégrer vos process dans Mais ces bien nouvelles sûr, entreprises. parce que c'est comme ça que vous créez des synergies. Notre croissance, elle se fait à travers 4 éléments. La croissance organique, parce qu'on est sur des métiers résilients, et donc plus la population augmente, plus la consommation augmente. Ouais. Ensuite, vous avez la croissance liée au M&A, aux acquisitions. Ensuite, vous avez la croissance liée aux synergies issues du M&A. Ouais. Et enfin, last but not least, vous avez de la croissance liée à de nouveaux contrats que vous avez. Et donc, à partir de là, ça fait une croissance assez intéressante. Je vous donne un chiffre. Dislog, sur les 15 dernières années, a fait 22% de croissance de son top line, year on year, CAGR. C'est énorme. Et a fait 27% de croissance de son EBITDA, year on year, CAGR, sur les 15 dernières années. Énorme. C'est énorme. Donc ça, c'est juste Dislog Group. Ouais. Donc, il fait que c'est une véritable histoire de succès. Et si ce succès-là, je tiens à le dire, c'est grâce au management de Dislog. On a des équipes exceptionnelles. La plupart d'entre eux viennent du monde des multinationales. Il y a une culture d'abord très anglo-saxonne. La plupart des gens viennent donc de grosses multinationales, pas seulement Procter, mais il y a du Danone, il y a du PwC, il y a différentes sociétés. Et puis, on est tous câblés scorecard, KPIs. Donc, on a le même langage avec les multinationales. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on a 30 multinationales en partenariat. Et on en a 20 autres en Europe. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.